Ce concert, cette troisième personne qui est arrivée, ce colocataire, je lui ai donné plein de petits noms. Il était là pour que je vive avec, que j'apprenne petit à petit à vivre avec et surtout à l'apprivoiser. Pas en faire mon pire ennemi, mais mon meilleur ennemi. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Si vous n'avez pas entendu mon premier podcast, que j'ai nommé Préface, je vous remets un peu dans le contexte avant de vous présenter ma première invitée. Finalement, c'est vrai, on a toujours quelques mots à dire avant de se lancer dans le vif du sujet. Une préface dans un livre, mais aussi une préface pour un podcast. Alors dans cette préface, j'étais contente de partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai lancé ce projet, mon manifesto et tout ce qui m'anime. Dans cette même préface, en fait ce serait quand même cool que vous l'écoutiez, j'ai parlé de 3 groupes de personnes. Et le groupe 3, ce sont les lucioles. Elles ont une aura particulière, elles brillent, elles rayonnent. Ce sont des petites boules de lumière. Elles donnent ou redonnent espoir. Mais on est tout au fond de nous des lucioles. Parfois on brille plus, parfois on brille moins. Des circonstances de la vie, des moments de la vie, des jours avec, des jours sans. On brille dans notre foyer ou on brille de manière plus large, en se mettant au service des autres par exemple. On brille toutes à notre manière. Et finalement, c'était pas vraiment 3 groupes de personnes en fait, c'était plutôt 3 états par lesquels on passe dans la maladie ou dans tout autre événement difficile de la vie. Et on peut même passer d'un état à un autre en 1 heure, 1 minute, je suis sûre que vous voyez très bien ce que je veux dire. Colère, révolte, peur, tristesse, joie, espoir, bonheur, déprime, la vie quoi. Tout simplement avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Je dis toujours joies et peines, petit couple d'affects indissociables unis pour la vie. Ces hauts et ces bas, Edwige, la luciole que j'accueille aujourd'hui, les compare au mouvement d'un yo-yo. Très vite après avoir créé mon groupe de soutien, nommé Cancer je gère sur Facebook, elle nous a rejoints. Et voici ce qu'elle a posté sur le groupe pour se présenter. Alors je saute évidemment quelques lignes pour pas tout vous raconter. Je m'appelle Edwige, je viens d'avoir 41 ans. Mon surnom depuis petite c'est Petit Soldat Rose. Si on écoute mon entourage, très très aimant, j'ai cette chance-là, ma principale caractéristique c'est le courage et la force. Moi, je trouve que ce qui me caractérise le mieux, c'est l'amour de la vie et l'amour de l'humain. Je trouve ma force en écoutant, en accompagnant, en aidant, en réconfortant. Ancienne DRH, pas une vilaine, une gentille, c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai mis de côté ce métier, trop de méchants à mon goût. J'ai accompagné bénévolement depuis mes 20 ans des hommes en prison, pas tout le temps des très cool, et j'ai accompagné dans des groupes de parole des femmes ayant vécu le traumatisme d'un viol. J'ai eu besoin de me sauver moi aussi, ayant été victime de mes 5 ans à mes 7 ans. Ce vilain monsieur de mon entourage, qui m'a enlevé une part de ma féminité, ne m'a pas enlevé mon grand cœur. Je mène, malgré, grâce, elle a mis un point d'interrogation, une existence paisible, heureuse et épanouie. Je fais confiance à l'être humain, je l'aime, je l'adore, je le kiffe. La suite, je ne vous la dis pas, parce que vous allez la découvrir avec elle. Alors j'ai encore un petit quelque chose à vous dire avant d'accueillir Edwige. C'est vrai que mon intro est un peu longue cette fois-ci, mais je pensais que c'était important de vous partager ceci. J'ai entendu quelques personnes, rares heureusement, dire que j'étais trop positive, que ma manière d'aborder le cancer était trop positive et qu'elles détestaient ça. Ok, je fais quoi avec cette info ? Je me suis même posé des questions complètement débiles dans le genre est-ce que je dois commencer à écrire des trucs super négatifs pour plaire à tout le monde ? Mais aussi, je me suis demandé, mais est-ce que les témoignages positifs sont parfois trop difficiles à lire pour certaines personnes ? Et aussi, je me suis demandé, mais est-ce que j'ai toujours été très positive ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je l'ai bien exprimé dans mon livre et ailleurs. Je suis passée par tous les hauts et les bas qu'on peut ressentir dans toute épreuve de la vie.
Et je passe encore bien souvent par tous ces états. Parfois même en une journée. Tristesse, déprime, fatigue, ras-le-bol général font aussi partie de mon quotidien, comme je viens de vous dire. Mais ils cohabitent avec joie, optimisme et positivisme. Je m'écroule, puis je me relève, je m'écroule encore, puis je me relève encore. Comme vous toutes. Est-ce que c'est trop positif de se relever à chaque fois ? Alors pourquoi est-ce que je mentionne ceci ? Parce que parfois, des témoignages trop positifs qui pourtant ne nient en rien les difficultés du réel peuvent décourager certaines personnes qui se sentent justement à ce moment-là un peu plus noyées au moment où elles lisent les témoignages, où elles les entendent. Parfois, ils donnent la pêche, parfois ils découragent parce que certaines personnes peuvent se dire « mais merde, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel ?» Parfois, les infos n'arrivent pas du tout au bon moment. Certains jours, nos filtres sont tout noirs, teintés par nos souffrances et blessures du passé. D'autres jours, ils sont tout roses, teintés par notre force de vie, nos espoirs, notre optimisme, notre positivisme. Et c'est bien d'en être conscient. Alors, pas de découragement, ça monte et ça descend. Après la montée, il y a la descente, vous le savez. Après la peine, il y a la joie, que la peine amplifie souvent. La joie est toujours là pour être accueillie. Il faut être prêt à tendre les bras. Alors, je suis si contente d'accueillir une Luciole qui a un témoignage très positif pour vous toutes, les Lucioles que vous êtes. Alors, bonjour Edwige. Bonjour Delphine. Je suis tellement contente, tu es ma première invitée. Donc, je suis très, très honorée que tu aies accepté de venir raconter ton histoire pour faire briller le podcast, puisque tu es une petite Luciole et on expliquera. Et vive la technologie, c'est formidable parce que tu es finalement, j'ai l'impression que tu es à côté de moi, vraiment à moins d'1 mètre, alors que tu es en Ardèche. Alors moi, ça me fait complètement rêver parce que j'adore cette région. J'adore les gorges que j'ai visitées plusieurs fois. Et puis, vous avez un climat un peu plus clément que chez nous. Donc voilà, ça me fait un petit peu rêver, ça me fait un petit peu voyager d'être avec toi ce matin. J'ai envie de dire que j'ai l'impression de te connaître presque depuis toujours. C'est une impression que, voilà, quand tu as commencé à témoigner sur le groupe de soutien, je me suis sentie très connectée et j'ai vraiment appris à te connaître à travers des messages. Et donc, c'est vrai, quand on s'est parlé pour la première fois la semaine dernière, mais j'avais l'impression de déjà te connaître énormément. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment très contente que tu sois avec moi ce matin, que tu sois notre première invitée. Et j'aimerais bien qu'on commence par une petite présentation. Ton âge, l'âge de tes enfants, comment ils s'appellent, parce que je trouve ça très sympa de donner un petit cadre. Et puis ta profession. Et puis après, je te laisse commencer où tu veux, terminer où tu veux, pour nous raconter, bien évidemment, l'événement qui a chamboulé ta vie en 2020. Bien sûr, Delphine. Tout d'abord, je te remercie. Je remercie ce groupe de soutien et toutes les personnes bienveillantes que l'on rencontre chaque jour et que l'on découvre chaque jour. Moi aussi, j'ai l'impression de te connaître depuis tout le temps. Et là, je te vois et j'ai l'impression qu'on est dans la même pièce et nos câlins très forts, comme on aime les faire à toutes, sont vraiment extraordinaires et très réconfortants. Donc, tout d'abord, merci. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle donc Edwige. J'ai 41 ans. Je suis maman de 3 enfants. Alors j'aime le dire, 2 grands enfants, d'un premier amour, d'un premier mariage. Donc j'ai une grande fille qui s'appelle Jeanne, donc Jeanne en ancien français, qui a 21 ans cette année. J'ai mon moyen, comme j'aime l'appeler aussi, mon Tom, mon petit Tom, qui lui a 17 ans. Et puis issu de l'amour, d'un deuxième amour, d'une deuxième vie, enfin d'une continuité de vie, et ça on y reviendra dessus, mon petit Léon, mon petit bébé bonheur, celui qu'on n'attendait plus, qu'on n'attendait pas, qui a 19 mois là aujourd'hui. Donc voilà, je suis une ancienne DRH. Pourquoi les ressources humaines? Parce que l'humain avant tout. Je n'aime pas le terme français de ressources humaines. J'aime le terme plutôt anglo-saxon de human resource, parce que pour moi l'humain est au cœur des ressources et pas comme en France les ressources
avec l'humain. Et ça, c'est important pour comprendre un petit peu mon parcours, mon cheminement de vie. C'est un combat et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis éloignée et que j'ai fait le choix de m'éloigner de ce métier puisque je l'ai arrêté à l'heure actuelle depuis 3 ans avec un projet de reconversion. J'y reviendrai aussi dessus. Tout a été bouleversé avec cette invitée surprise du mois d'août, mais nous étions en train de monter un projet de famille d'accueil avec mon petit mari parce que nous voulons donner la chance à l'humain et notamment aux enfants, c'est important, qui n'ont pas la chance d'avoir des repères, d'avoir de l'aide, d'avoir de l'accompagnement. Et c'est notre leitmotiv dans notre vie. Nous nous sommes rencontrés, nous sommes aimés avec petit Marie autour de ça, parce que nous avons ce point commun et c'est un projet que l'on porte encore à l'actuel. Alors, compliqué actuellement avec les traitements, mais qui dès septembre, je suis sûre, va voir le jour. Ah oui, donc en fait, le projet a été interrompu par l'annonce du cancer alors? Totalement. Nous avions un projet de déménagement et puis pour aider et pour accompagner, il faut avoir du temps, il faut avoir de la disponibilité au niveau de l'esprit. Et comme je dis toujours, avec le cancer, c'est petit à petit, doucement mais sûrement. Et du coup, une chose après l'autre. Donc d'abord, se soigner, avancer, se construire et se reconstruire. Et puis après, aider. Donc ça, c'est un projet là que l'on porte maintenant pour la rentrée. Ah, formidable. Bon, mais raconte-nous dans quelles circonstances, peut-être pour mettre un petit peu le cadre, qu'est-ce que tu as eu comme traitement? Bien sûr. Voilà, comment ça s'est passé? Je te poserai des questions au fur et à mesure. Peut-être l'annonce, passer brièvement, raconter brièvement l'annonce, et puis ce que tu as eu comme traitement, et puis voilà, les moments durs, les moments joyeux, ce que tu as envie de partager avec nous, les stratégies pour t'en sortir. Mais voilà, on se lance dans ton histoire. D'accord, Delphine. Alors l'histoire, elle est merveilleuse à la base. Elle fait partie d'un été merveilleux, un été porté par un projet extraordinaire qui était fêté les 1 an de notre petit Léon le 25 juillet, et en même temps de se marier, de faire un mariage surprise sans nos parents, juste avec nos enfants et des témoins, et puis faire venir une 50aine d'invités dans notre maison de campagne pour l'anniversaire de Léon pour ses 1 an, et faire la surprise à tout le monde et passer la vidéo de notre mariage une semaine avant, donc qui avait lieu le 17 juillet, et puis annoncer à tout le monde que notre amour était là et qu'on portait tous le même nom de famille et qu'on était vraiment la famille telle qu'on la voulait, c'est-à-dire avec ce mariage qui scellait un petit peu notre belle famille recomposée. Donc nous avons fait ça, nous avons invité tout le monde était ravi, une période merveilleuse. Et 4 jours après, donc j'avais encore beaucoup de monde à la maison parce que bien évidemment c'est l'été, donc l'été il y a beaucoup de passages, etc. Et tout le monde est resté. Et je me suis levée un matin avec une douleur très forte sur la poitrine. Donc j'ai appelé petit Marie, je me rappellerai toujours, dans la salle de bain, et je lui dis écoute, j'ai mon sein qui est déformé, j'ai un souci. J'avais une grosse rougeur vraiment sur tout le côté et une boule mais énorme. Et comme nous étions dans notre maison de campagne, vraiment isolés au fin fond du bout du monde, comme on aime le dire, j'ai pensé à une piqûre d'araignée, d'insectes. Ah oui. Voilà, d'insectes. Donc bien évidemment, ma petite maman était là, donc on a passé le thé garum, les huiles essentielles, enfin tout ce qui va bien, tout ce qui nous ressemble. Et puis cette boule ne passait pas, puis j'avais de plus en plus mal, du mal à lever le bras. Donc au bout de 3 jours, comme une mauvaise intuition, ça a été une évidence et je me suis dit il faut que je fasse 1 heure de route, il faut que j'aille voir mon médecin traitant parce que j'ai un problème. Et ce problème pour moi, alors c'est bizarre à dire, mais je savais au fond de moi, avant de passer cette échographie et puis cette mammographie, que le mot cancer allait arriver. Je ne pourrais pas t'expliquer, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, comment, mais ça a été très fort en moi. Je savais que j'étais malade. Je n'avais pas de symptômes, je n'avais rien hormis cette brûlure, mais je savais qu'au fond de moi, il y avait ce cancer. Et du coup, donc mon médecin m'a reçue tout de suite. 1 heure après, j'étais au cabinet d'échographie. Je m'en rappellerai toujours. C'était ce docteur qui me regarde, son regard change et il me dit on va passer une mammographie tout de suite. Et dans le tout de suite,
ne lui ai pas posé la question, sûrement par pudeur, sûrement par peur. Et donc, je suis allée passer la mammographie dans la salle à côté. Et là, j'ai attendu 20 minutes. J'étais avec petit Marie. On m'a appelée dans une salle et on m'a dit, il faut qu'on vous parle. Et là, il n'y avait pas besoin de biopsie, il n'y avait pas besoin de suite. J'étais classée en ce qu'on appelle ACR5, un mot que je ne connaissais pas. Maintenant, je sais ce que c'est, en me disant, oui, effectivement, l'image montre que il n'y a pas de doute, c'est un cancer. Après, quel stade, quel type de cancer, on n'en savait rien, mais on savait qu'il y avait urgence. Donc, les rendez-vous se sont bien évidemment enchaînés. Et c'est là où j'ai mis le pilotage automatique, comme j'aime l'appeler aussi. Oh, quelle baffe, quoi. Quelques jours après le mariage, le bébé, t'as tout de suite senti qu'il y avait quelque chose en toi. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'était un moment de ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier où tu as eu une intuition? Alors, je fonctionne comme ça. Je pense que quand on est hypersensible, peut-être comme je le suis, alors c'est un mot à la mode, mais moi je ne l'utilise pas justement avec la tendance. Je me suis considérée comme telle de par mon histoire, on y reviendra. J'ai toujours eu des ressentis très forts, d'abord sur les gens, mais aussi sur moi. Et je savais, c'était une évidence, mais vraiment une évidence. Alors le plus dur, c'est que avant l'imagerie, je l'ai dit tout de suite à mes parents, je l'ai dit tout de suite à petit Marie, je l'ai dit tout de suite. Alors bien entendu pas aux enfants parce qu'on veut les préserver, mais en tout cas à l'entourage, je leur ai dit, je descends chez le médecin, je vais faire 1 heure de route, mais je sais ce qu'il va m'annoncer. Et bien évidemment, tout l'entourage te dit mais non, c'est pas possible. Mais non, enfin, tu n'as rien. C'est une piqûre, c'est une petite mastose. Tu viens d'accoucher, bébé n'a qu'1 an. Tu sais, même les médecins souvent te disent quand tu as des petits nodules, des petits kystes, quelquefois même le médecin ne va pas forcément s'attarder. Tu es jeune, tu vas bien, tu es en pleine santé, tu n'es pas malade. Tu sais, la découverte pour moi d'un cancer, souvent dans la tête des gens, le cancer c'est atroce, tu souffres, tu es malade avant de découvrir ça. Non, un cancer du sein, c'est sournois. Un cancer du sein, tu n'es pas malade. J'ai commencé à être malade quand les traitements arrivent. Pendant tes chimios. Exactement, oui. Quand la chimio arrive. Mais auparavant, tu n'es pas malade. Et c'est ça le plus compliqué, je pense. C'est vrai que c'est assez sournois finalement parce qu'il n'y a aucun signe de la maladie avant de la découvrir. Et pour reprendre tes mots, on n'est pas malade avant de découvrir le cancer. Je raconte une mini anecdote qui se passait pendant les examens préopératoires où je rencontrais tous les médecins et ils me demandaient dans leur anamnèse si j'étais malade. Je trouvais la question complètement débile et je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils me demandent si je suis malade alors que je suis là pour un cancer? Alors je répondais parfois un petit peu énervée, ah ben non, je suis pas malade, j'ai juste un cancer. Et 2 m'ont répondu, mais oui madame, vous êtes en bonne santé, vous avez juste attrapé un cancer. Alors, je trouve une manière assez intéressante de voir les choses et de présenter les choses. Alors, quand je t'entends, Edwige, j'entends que tu as eu un pressentiment, mais tu n'as pas ressenti de la peur. Je n'ai pas eu peur, effectivement, Delphine. Je n'ai pas eu peur pour moi. J'ai publié un post dans le groupe de soutien de remerciements à la fin de ma chimio et sur mes propres réseaux sociaux pour remercier tous les gens qui m'avaient entourée. Je trouve que dans le cancer, et je l'ai dit, le pire dans un cancer, ce n'est pas pour soi et on n'a pas. En tout cas, je n'ai pas eu peur pour moi. J'ai eu peur pour les gens que j'aime et les dommages collatéraux imaginés lors de l'annonce par rapport aux enfants, par rapport aux conjoints, par rapport aux parents. J'ai entendu quand je suis revenue et que j'ai annoncé à mes parents en face à face que oui, j'avais un cancer. La première chose que ma maman m'a dit, c'est pourquoi toi, ce n'est pas dans l'ordre des choses, tu as 40 ans, c'est à moi d'avoir un cancer, c'est à moi de le porter et pas à toi. Comme on est des mamans, on comprend bien évidemment cette réaction tout à fait naturelle et protectrice et ma mère a eu exactement la même réaction et souvent je me disais mais heureusement que ce cancer m'est tombé dessus et pas sur mes enfants. Voilà, je n'ai pas eu peur pour moi. Je n'ai pas été confrontée tout de suite. Après, oui, à la peur de la mort, à la peur de la maladie, à la peur du traitement. J'ai eu peur aux dommages collatéraux et à ce changement de vie. Parce que finalement, cette vie que j'aime tant depuis 41 ans, je ne voulais pas qu'il y ait
un avant et un après. Je ne voulais pas qu'il y ait à se reconstruire. Je ne voulais pas de renaissance. Je voulais juste mener cette vie comme je la vis depuis 41 ans, dans l'amour des miens, dans le sourire, dans l'humour, et du coup cette maladie, je me suis dit non Edwige, c'est pas possible, tu ne dois pas en avoir peur. J'ai pensé au Petit Prince, à un livre que j'adore, qui a bercé toute mon enfance, toute mon adolescence et aussi toute ma vie de femme. Qu'on aime tous. Et qu'on aime toutes. Ce concert, cette troisième personne qui est arrivée, ce colocataire, je lui ai donné plein de petits noms. Il était là pour que je vive avec, que j'apprenne petit à petit à vivre avec et surtout à l'apprivoiser. Pas en faire mon pire ennemi, mais mon meilleur ennemi. Et là a été ma réaction tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, peut-être portée par cette force qui m'anime, je dirais, depuis ma naissance finalement, depuis cet amour qui m'entoure. Et du coup, je me suis dit non, lui, il faut que j'arrive à être copain avec lui. Pour lui parler, je lui parle souvent encore maintenant. Alors en cachette, ça personne le sait, ça m'appartient. Maintenant tout le monde le sait et c'est chouette de lui parler et de lui dire que je vis avec lui et qu'il va devenir petit à petit mon copain, même si à un moment donné on va se séparer, ça c'est certain. Et puis il va plus être là. Quelle force et quelle détermination. Alors, j'explique. Donc, tu as eu une mastectomie et puis tu as eu le traitement complet, les 4 chimios. J'ai pas envie de dire les 4 grosses chimios et les 12 petites chimios parce qu'il n'y a pas de grosses et de petites chimios. Il y a des très grosses et des grosses chimios, on va dire. Exactement. Mais donc, tu as eu le protocole complet. Oui. Tu as terminé, en fait, la semaine dernière. Oui. Et tu vas attaquer les rayons. Alors, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ce chemin et après, tu pourras nous dire, voilà, qu'est-ce qui a été parce qu'il n'y a pas de peine sans joie et de joie sans peine. Donc, qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce qui a été le plus joyeux? Parce que j'imagine qu'il y a eu des petites joies intensifiées. Je te connais. Et donc, voilà, partage avec nous ce qui a été le plus dur et le plus joyeux et éventuellement les stratégies que tu mettais en place quand tu étais vraiment dans le creux de la vague. Alors, le plus dur, sans aucun doute, ça a été le premier rendez-vous avec l'oncologue, là où le verdict, comme je l'appelle, est tombé et où on ne m'a pas parlé d'enlever le foyer cancéreux et où on m'a parlé d'ablation. L'ablation, telle qu'elle est dite, c'est un mot qui fait peur. Alors là aussi, je pense que je m'y attendais. Petit mari à côté de moi, dans un contexte d'après-mariage, dans un contexte de joie, dans un contexte de couple aussi nouveau, parce que je pense que on n'aborde peut-être pas au sein du couple une mastectomie au bout de 30 ans de mariage, avec une sexualité qui est faite, qui est épanouie, des choses qui se sont passées, et puis un nouveau couple où il y a encore quelquefois de la pudeur, quelquefois tu sais, cette petite sensation de gêne dans un couple qu'on a parce qu'on est très amoureux, parce qu'on a très envie d'être le plus beau pour l'autre. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire au bout de 30 ans ou 40 ans de mariage, mais ce sont des choses, et on le sait, qui se remplacent par d'autres choses quelquefois. Et j'ai senti, là, j'ai regardé petit mari quand le mot ablation est tombé. J'ai vu les larmes, j'ai vu la colère qui montait en lui. Et j'avais tout de suite envie de le rassurer lui et de lui dire ça va aller, tout va bien se passer. Et du coup, les larmes ont coulé. Moi là tout de suite, la première question a été non docteur, il faut qu'on fasse autre chose. On peut pas enlever un sein, on peut pas m'enlever ce sein. C'est ma féminité, c'est moi. De par mon histoire. J'ai eu, ce qui m'a fait mal, j'ai eu énormément de mal parce que ma féminité, on me l'a arrachée une fois dans ma vie. J'avais 5 ans, j'ai eu une histoire, alors je n'aime pas dire une histoire qui n'est pas simple, mais une histoire qui m'a construite, qui a fait aussi ce que je suis devenue à l'heure d'aujourd'hui et la femme forte, en tout cas ça c'est des gens qui le disent, que je suis. J'ai été confrontée à
un malade parce que cette personne était malade lui aussi et il n'a pas été malheureusement soigné et il m'a fait beaucoup de mal puisque de 5 ans à 7 ans un ami de la famille m'a violée, m'a fait subir une manipulation intellectuelle qu'on peut faire subir à un enfant. Ça a été très compliqué de construire ma vie de femme parce que je n'ai pas parlé tout de suite. Mon corps a parlé beaucoup de fois, de par des troubles alimentaires, de par un problème avec son image, avec son corps de femme. Et puis petit à petit, je me suis construite autour de ça. J'ai été aidante dans des groupes de parole. J'ai porté ces femmes qui n'avaient pas la chance comme moi d'avoir été entourées, d'avoir été crues, d'avoir été aimées. Donc ça a été un leitmotiv dans ma vie d'aider justement ces personnes qui malheureusement avaient des phobies, enfin voilà, nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais en tout cas ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon état de femme. Et pour faire un rapport avec le cancer, quand le mot ablation a sonné, je me suis dit on s'attaque encore à mon corps. Et ça a été très très compliqué, ça a été très dur de se dire pourquoi je me suis reconstruite, pourquoi cette poitrine je l'ai acceptée. J'étais petite fille, ça m'est arrivé, j'ai beaucoup d'émotions, pardon. J'étais la petite fille et puis j'ai eu ma puberté et puis ces seins ont poussé. Et puis je les ai acceptés parce que ça faisait partie de ma vie de femme. Et puis j'ai accepté d'avoir des enfants, j'ai accepté d'avoir un premier rapport sexuel normal avec quelqu'un qui m'aimait. Il a fallu accepter tout ça, ça a été du chemin. Et puis là, d'un coup d'un seul, à 40 ans, on te dit hop, on s'en reprend à ton corps. Pourquoi m'enlever cette part de féminité qui était en moi? Et ça a été la plus grande douleur, mais aussi la plus grande victoire parce qu'il faut toujours du positif. Et en fait, j'avais très peur. J'étais terrorisée à ce moment-là. Je l'ai montré à personne. Je ne l'ai dit à personne, même pas à mon propre mari. D'ailleurs, après réflexion, j'aurais peut-être dû, mais tu sais, on aurait pu faire, en tout cas, ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que tout a été très vite. En un mois, j'ai eu l'opération et quand je me suis réveillée, je me suis sentie bien. Bien parce qu'on ne m'avait pas enlevé un sein, on m'avait enlevé ces 3 foyers cancéreux. On m'avait enlevé cette maladie et je ne l'avais plus en moi. Et j'étais soulagée. Certes, je suis rentrée dans le clan des Amazones, comme on s'appelle toutes. Je suis rentrée dans cette vie de se dire, oui, j'ai ce petit détail physique qui est un petit peu différent. Oui, effectivement, là, à l'instant T dans ma vie, j'ai un sein, j'en ai pas 2. Mais je porte quand même ma féminité et en plus, on m'a enlevé cette maladie. Et ça, c'est très important je pense, de porter ce message et de se dire, waouh, la route est longue, il y a les chimios qui arrivent, c'est de la prévention, mais à l'instant T, je ne suis pas malade. Je vais rentrer dans une période de soins, mais je ne suis pas malade. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment, on m'a tout enlevé. Donc, on va juste éliminer et faire tout pour que la récidive n'arrive pas. C'est une magnifique façon de voir les choses et c'est vrai que pour ma part, une amie m'a écrit la veille de la mastectomie et elle m'a dit c'est un peu la même. Il y a une résonance avec ce que tu dis parce qu'elle me disait quand tu auras tes petits yeux sur cette zone de guerre, dis-toi qu'elle t'a sauvé la vie. C'est totalement ça. Et donc je trouve ça, tout le monde n'a pas la chance de peut-être voir les choses comme ça dès le départ. C'est parfois plus dur pour certaines et je suis pleine d'admiration parce que par rapport à ton histoire, l'histoire de ta féminité, par rapport à ce chemin que tu as fait, par rapport à cette perte de sein. Et alors les traitements, donc tu dis c'est l'annonce de cette ablation qui a été le plus dur. Et les traitements aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Est-ce qu'il y a eu des moments de colère? Comment ça s'est passé? Et puis évidemment les joies.
Bien entendu. Alors, je vais commencer par les joies. Les joies d'avoir été dans une clinique sur Valence. Alors, je pense que toutes les cliniques sont extraordinaires, mais nous sommes dans une période compliquée, on le sait. Vivre un cancer, ce n'est pas évident. Vivre un cancer en période de Covid, ce n'est pas évident non plus. Être confronté à aller seul à sa chimio, à être confronté à toute cette nouveauté finalement qui rentre dans notre vie sans pouvoir être tenu par la main par ceux qu'on aime. Là aussi, je ferai un parallèle. Et ceux qu'on aime, ne pas pouvoir nous accompagner, ne pas pouvoir participer à ça, c'est atroce d'envoyer je me rappelle la première fois que je me suis rendue à ma chimio, Greg, donc petit mari, n'a pas pu rentrer avec moi, même dans l'accueil de l'hôpital de la clinique parce que c'était interdit, via le Covid. Tout à fait, j'avais oui. l'impression d'être un petit veau qu'on emmenait à l'abattoir. C'était vraiment, en tout cas, c'est une métaphore qui est pas très jolie, je m'en excuse, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je lui ai dit, alors après, bien sûr, en plus nous sommes végétariens, donc il y a eu beaucoup d'humour autour de ça. Mais en tout cas, non, mais c'est juste le petit clin d'œil, tu me connais. Mais c'était atroce de se dire pourquoi cet inconnu. Je peux pas avoir cette main ce petit regard où je vais voir. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ne t'inquiète pas, on est deux. Non, je suis seule. Et puis je suis rentrée. J'ai pas lâché mon portable, on s'écrivait. Et puis j'ai attendu dans la salle d'attente. J'ai vu des malades autour de moi. Et c'est là où j'ai eu une deuxième prise de conscience. Oui, des malades. Je ne me sentais pas malade et j'ai vu des malades. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Edwige ? Qu'est-ce que tu fais là dans cette salle d'attente ? Donc ça a été une deuxième prise de conscience. Et puis j'ai vu l'infirmière, l'infirmier. Et là, ça a été ce moment de joie où je me suis dit, waouh, ce sont des gens, il y a une seconde, je ne les connaissais pas. Je vais les côtoyer pendant 6 mois. Ils sont là pour me sauver la vie, pour nous sauver la vie. Ils sont portés par une période qui est extrêmement compliquée et ils vont prendre le relais. Ça va être eux qui vont te porter. Et ils l'ont fait tellement, mais merveilleusement bien. Ils font tellement un métier. Et là aussi, je veux vraiment le dire, dans de l'humour, dans de la joie. Ils s'adaptent à toi, une personne qui va être totalement introvertie, et je les ai vus faire. Ils vont s'adapter à chaque personne, à chaque caractère, à chaque humeur, à chaque yo-yo, parce qu'on passe tous par là. Un jour, on va arriver en chimio et on va être waouh, tout va bien, et ça y est, c'est la 3e, il en reste plus que 13, tu te rends compte? Et puis le lendemain, mais tu vas dire waouh, mais encore 12, mais c'est horrible. Voilà par là où on passe. En tout cas, je me suis sentie tout de suite aimée, épaulée, et voilà, la joie de presque de les retrouver chaque lundi, tu sais, dans cette routine où chacune d'entre nous est là à se dire, on déteste y aller, mais finalement, ils nous apportent tellement de joie qu'on est content de les retrouver le lundi matin. Mais en tout cas, la joie de les retrouver, d'avoir du réconfort, d'avoir de l'amour et de se sentir prise en compte d'abord au point de vue soin, mais aussi au point de vue psychologique et voilà. Et ça, c'est très, très important. Après la chimio, comme je dis, j'ai eu la chance de la survoler. J'ai pas été dedans, j'ai été au-dessus. Je l'ai vue peut-être de l'extérieur pour qu'elle ne me... Comment dire ? J'avais décidé que j'aurais, et je l'avais promis, j'avais besoin de le faire, que j'aurais le moins d'effets secondaires. Je n'ai pas voulu être malade et je n'ai pas voulu être dedans. Je n'ai jamais voulu, par exemple, regarder les poches qui coulent en nous. Tu sais, ce petit branchement qu'on te fait toutes les semaines et ces produits qui coulent dans tes veines, notamment ce produit rouge au départ qui n'est pas très beau, oui. Orange, que tu ne trouves pas très beau. Eh bien, je ne l'ai jamais regardé. Je l'ai jamais regardé couler dans mes veines, comme si je me suis dit, si je le regarde pas, il sera moins présent dans ton corps.
Chacun a sa stratégie, c'est très très particulier. Toi, ça a fonctionné comme ça. Il y a certaines personnes qui ont besoin de visualiser ce liquide orange qui va aller tuer toutes les petites cellules. Et on a toutes des petites stratégies bien particulières qui nous appartiennent. Mais c'est chouette, je trouve, de pouvoir les partager avec la communauté pour ouvrir un peu le champ des possibles pour d'autres personnes et aider par ce regard positif. Voilà, qui a ce petit soldat rose qui a foncé, qui a décidé qu'elle serait positive, mais qui ne nie pas la difficulté du réel, bien évidemment. Alors voilà, et là, Delphine, c'est un très très bon point justement, nier et le déni. J'ai pu partager cette expérience avec plein de personnes et on entend, tu sais, quand on a un cancer, on entend déjà beaucoup de choses. Je voudrais m'adresser à toutes les femmes et tous les hommes, les accompagnants et les familles qui sont confrontés à ça. Chacun à sa manière essaye d'aider. Tu vas toujours avoir la voisine que tu vas croiser qui va te dire « Oh là là, mais le cancer du sein, c'est rien, maintenant c'est comme un petit rhume ». On l'a chacune, je pense, entendu, à notre manière. On a entendu oh là là, moi j'ai ma voisine en 6 mois, la pauvre elle est partie. Oui. On l'a entendu aussi. En fait, non, mais c'est quelquefois on en rit, quelquefois on peut moins en rire parce que ces mots, ils peuvent nous affecter, ils peuvent nous toucher, mais j'ai toujours là aussi pris le parti de me dire qu'il n'y a pas de réconfort maladroit. Quand les gens s'adressent à toi, ils s'adressent avec leur propre histoire, avec leur propre éducation, leur propre cadre de référence et ils font comme ils peuvent. On peut attendre aussi beaucoup des gens. Je vois beaucoup de posts de gens déçus et j'aimerais porter ce message, leur dire ne soyez jamais déçus de l'entourage. L'entourage fait aussi comme il le peuvent. Je vois souvent, on voit les vrais amis, on voit les vrais ci, on voit les vrais ça. Et en fait, non. Peut-être qu'il y a des gens qui se murent dans un silence parce qu'ils ont trop mal, parce qu'ils ont peur pour nous, alors ils préfèrent fuir. Mais moi, je dirais que même fuir face à ça, ce ne sont pas des lâches. Et ces gens-là, ils font comme ils le peuvent. Donc, maladie ou pas, je pense qu'accepter aussi toutes les réactions et ne pas trop juger. Essayer de faire au mieux. Essayer de ne pas juger, de ne pas se juger soi et de ne pas juger les autres. C'est un chouette message que tu fais passer parce que c'est vrai qu'il y a parfois énormément d'incompréhension, oui, de réaction de l'entourage et notamment par rapport aux enfants adolescents. Pour ma part, il y avait beaucoup de distance qui s'était installée et je me disais mais c'est dommage que l'événement ne nous rapproche pas émotionnellement. Et puis j'ai compris en fait que c'était leur manière de se protéger. Et c'était très important pour eux. Bien sûr. Donc, c'est comme ça qu'ils manifestaient. Et je trouve que c'est un chouette message. Alors, parfois, ça fait énormément souffrir. Oui. Je sais pas trop comment on débloque une situation comme ça. Est-ce que il faut en parler avec l'entourage? Est-ce que peut-être juste une petite phrase? Mais peut-être que les personnes ne savent pas toujours très bien pourquoi elles gardent une certaine distance. Elles savent peut-être pas parler. Mais c'est vraiment bien que tu en parles pour qu'on soit conscient aussi que des réactions peut-être parfois très maladroites ou pas de réaction oui. Des gens qu'on aime, c'est en fait une grande réaction. Ils veulent peut-être pas dire j'ai peur, je sais pas comment réagir, ou ils ont peut-être perdu quelqu'un dans leur entourage. Donc oui, merci de partager ça en tout cas. Voilà, c'est vraiment le silence peut parler quelquefois. Oui. Et on le dit souvent, et notamment dans le groupe de soutien, je pense à toutes nous toutes princesses guerrières, où voilà, quelquefois on lit des choses, on entend des choses et on n'a pas de mots. Même en étant passé par là, on ne sait pas trouver les mots et simplement à distance et virtuellement se dire je te serre très fort dans mes bras silencieusement, comme pour prendre les émotions, pour prendre la douleur et pour la partager. Il n'y a pas forcément besoin tout le temps de mots. Et je peux te dire que pour une grande bavarde comme je suis, eh bien, le chemin, il a fallu le faire pour accepter ça. Alors, est-ce que tu peux nous partager, Edwige, ton expérience du groupe de soutien? Je ne sais pas si tu as envie de parler il y a eu un petit moment,
voilà, ou quand tu as lu tous les témoignages des autres, tu as été très affectée. Quelle est ta vision de faire partie d'un groupe de soutien? Comment est-ce que ça aide? Voilà, quelle était ton expérience? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans des groupes de soutien, qui se sentent très très seuls face à la maladie. Et voilà, je voulais que tu me parles un petit peu de ton expérience. Oui. Alors, comme je te l'ai dit, Delphine, pour moi, le groupe de soutien, c'est quelque chose que je connaissais parce que finalement, les groupes de soutien, on peut en avoir sur tous les sujets et là où la vie nous mène, on peut être amené à être d'un côté ou de l'autre, donc à être plus aidant ou à être plus en besoin d'aide. Donc, pour moi, quand effectivement il y a eu l'opération, puis le début de la chimio, il y a eu la découverte de ton livre, voilà, par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux, parce que effectivement, vu la période que l'on traverse sanitaire, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement par du virtuel, mais du virtuel que je n'aime pas appeler virtuel parce qu'il est tellement concret et il est tellement important. Et donc voilà, c'est vraiment une accroche qui est juste géniale. Ce groupe de soutien, quand j'y suis rentrée, c'était au tout début. Donc vraiment au tout début. Bien évidemment, comme toute chose nouvelle dans une vie, ça nous porte. Donc on a envie, surtout quand on est passionné, quand on a envie d'amener les choses, d'amener du positif. Bien évidemment, on se lance à corps perdu, à répondre à tous les messages, à apporter du positif, à se dire waouh, mais c'est juste absolument fabuleux parce que on va toutes s'aider, on va toutes s'entraider, on va toutes se porter et ça va être super parce qu'on va s'apporter des petits conseils, les petites astuces, les questions qu'on n'ose pas poser à nos médecins, à nos maris, voilà, on va pouvoir partager entre femmes. Et puis il y a eu la descente, la petite descente qui a été très compliquée quand quelquefois justement on ne trouve pas de mots face à l'horreur, quand on ne trouve pas de mots face à quelque chose qui nous rappelle peut-être aussi trop une situation dont on est proche. Alors, va expliquer pourquoi un post va nous renverser complètement, quelquefois, même s'il est plein de positifs, et puis un post beaucoup plus, alors je n'aime pas le mot négatif, mais porteur de moins d'optimisme, en tout cas, va pas nous laisser de marbre, bien entendu, mais ne pas nous toucher comme ça. Peut-être que c'est la vie, peut-être que c'est comme une rencontre, c'est un feeling à travers des mots et qu'il y a des choses auxquelles on sera plus sensible que d'autres. Et puis après, il y a eu finalement une accumulation de messages, de conseils, de bonnes nouvelles, mais comme de mauvaises. Et je me suis mis à voir ces mauvaises nouvelles comme quelque chose qui était insurmontable, comme quelque chose en face desquelles j'étais impuissante. Le mot impuissant, il est vraiment dur parce que quand on est impuissant, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Quand on ne peut pas apporter, pour moi, c'est la fin de l'histoire. Je n'existe pas. Je suis pas à ma place. Je ne suis pas bien. Et puis même en lisant ces posts, dans une période entre deux chimios, je prends tellement les émotions que j'en arrive à ressentir tous les symptômes. J'en arrive à ressentir une certaine forme d'hypocondrie. Je lis et j'ai eu cette mauvaise expérience de lire des messages. Oui, je suis atteinte d'un cancer du sein, mais la personne qui développait ces symptômes avec son cancer du foie, son cancer du pancréas, son cancer du péritoine, ses tumeurs au cerveau, ses métastases. Et finalement, d'un coup, je prenais tellement en émotion que du coup, je partageais des symptômes, je les développais. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où, pendant 15 jours, j'ai eu tous les cancers du monde. J'ai eu tous les symptômes du monde. J'ai eu ce que j'appelle cette période de cancer généralisé où tout était noir, où tout était... Et alors là, c'est la première fois dans la maladie, après l'annonce qui a été, comme on l'a dit, dure, la deuxième vraiment période très, très dure. Oui, je sais que ça a été terriblement douloureux et ça a été extraordinaire de le partager avec le groupe. Alors, est-ce que c'est parce que oui, c'est ton hypersensibilité qui avait tout pris? Qu'est-ce que tu as retiré de cette chute
finalement dans un groupe de soutien. Donc c'est tout le contraire de ce qui est attendu d'un groupe de soutien. Ça a été extraordinaire que tu puisses le partager sur le groupe parce qu'il y a énormément de femmes qui avaient ressenti la même chose. Alors, je te l'ai dit, j'ai ressenti au même moment que toi la même chose. Quand j'avais une petite tache sur la peau, je me disais, oh mon Dieu, voilà, c'est une métastase qui est partie sur la peau. Puis voilà, tous des petits symptômes aussi. Alors je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là. Qu'est-ce que tu en as retiré et qu'est-ce que tu peux dire éventuellement à des femmes aussi qui sont dans des groupes de soutien, qui ça leur fait du bien, mais elles passent par ce stade vraiment compliqué. Il y en a qui se retirent du groupe de soutien et je trouve ça très bien parce que c'est ce dont elles ont besoin. Le groupe sera toujours ouvert. Qu'est-ce que tu as retiré de cette chute, on va dire? Alors, bien évidemment, ce qu'on retire d'une chute, c'est qu'on se relève. Ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que malgré la chute, je ne me suis pas posé la question, bizarrement, de me retirer. J'étais prête à accepter ces émotions, ces symptômes, parce que je savais que par la suite, ils allaient aussi me servir très égoïstement, parce que quelquefois, on est un petit peu... on pense à soi et heureusement parce qu'il le faut. Et ça aussi, c'est un message qu'il faut porter. Je me suis pas posé la question, mais je me suis dit, waouh, il faut que tu déconnectes un petit peu. Et moi, ce que je voudrais effectivement dire tout d'abord à ces femmes qui se sont retirées parce que c'était dans leur période de vie insoutenable, que je les comprends, que je les entends, que le podcast aussi et la continuité de ce groupe de soutien est là pour qu'on se fasse entendre, mais surtout que l'on porte un ensemble. Chaque personne ne peut pas avoir la même réaction au même moment. Il n'y a pas de culpabilité. On ne doit pas culpabiliser. Moi, j'ai culpabilisé la première. Je me rappelle quand j'ai posté 15 jours après avoir développé tous ces symptômes et ne plus être paralysée à lire ces messages, à pleurer. J'ai demandé pardon de ne pas avoir été présente, parce que c'est compliqué, mais pour moi, attention, pour moi, parce que là aussi, l'histoire de vie s'est construite comme ça, parce que quand je n'aide pas, je ne me sens pas exister, quand je n'apporte pas du soutien, mais chaque personne est différente. Donc tout d'abord, pas de culpabilité à toutes ces femmes, tous ces hommes qui quelquefois peuvent et puis quelquefois ne peuvent plus, et puis peut-être que dans un an ils reviendront pour apporter leur témoignage et nous expliquer aussi pourquoi ils avaient quitté ce groupe, pourquoi ils ont fait cette pause et surtout pourquoi ils reviennent, parce que s'ils reviennent, je suis persuadée que ça sera pour apporter du positif. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Un groupe de soutien, il est pas là pour qu'on soit connecté 24 heures sur 24. Et heureusement, quelquefois oui, parce qu'on en a besoin. Nous en avons besoin et on sait que derrière des gens attendent aussi de nous, mais quelquefois on ne peut pas. On ne peut pas répondre, on ne peut pas trouver les mots, on ne peut plus lire, alors on se déconnecte un petit peu et puis quand on part, c'est toujours pour mieux revenir. C'est magnifique, Edwige. Merci en tout cas de partager cela parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui ont des sentiments un peu partagés par rapport à ces groupes. Elles ont envie d'être là, puis c'est dur de lire les témoignages des autres. Alors maintenant, nous allons passer à l'après-cancer. Alors je ne sais pas trop si tu es déjà dans l'après-cancer parce que tu vas commencer tes rayons. Donc c'est peut-être un petit peu trop tôt, mais c'est l'après-chimio. Est-ce que tu sens déjà un petit peu de l'après? Parce qu'effectivement, je reviens sur ce que tu as dit par rapport à l'hôpital. Oui. Alors moi aussi, j'ai partagé un peu les mêmes émotions que toi. Le dernier jour, ça a été terriblement compliqué. J'ai pas osé trop le dire. Je me suis pas réjouie dans les couloirs non plus parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Je sais qu'il y a des femmes qui sont là à vie. Oui. Mais quand je suis sortie de cet hôpital, je me suis dit mais mon Dieu, moi je quitte ma famille, je quitte ma routine, J'adore la routine qui rassure. Oui. J'ai toujours aimé la routine qui rassure et j'étais un petit peu perdue. Alors, je sais que tu as partagé un petit peu ces émotions-là aussi. Tu es un petit peu dans l'après, pas encore tout à fait. Qu'est-ce que tu ressens de cet après-cancer? Et aussi, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Alors, là est toute la complexité des 2 semaines qui viennent, enfin de la semaine et demie qui viennent de s'écouler. J'ai arrêté, donc j'ai fait ma dernière chimiothérapie le 8 mars. Ce fameux 8 mars, la journée des droits de la femme, c'était pour moi très important. Alors c'est pas fait exprès, mais c'est tombé comme ça. Cette date m'a parlé, m'a marqué.
alors là aussi, bizarrement, pour plusieurs événements dans ma vie qui sont arrivés ce jour-là, notamment un décès d'une grande femme que j'ai peu connue, mais qui s'est battue sur plein de choses, elle était malade et elle a caché sa maladie. En fait, pour moi, ça a été ce 8 mars, c'était une explosion de joie parce que derrière, il y avait, il y avait eu une histoire, là encore, à porter et plein de belles choses. Donc, j'étais ravie et j'étais dans l'après-concert. Donc, je suis sortie et je me suis dit, waouh, c'est terminé. Et puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me suis vite aperçue qu'on n'était pas dans l'après-concert. On n'est pas dans l'après-concert parce que, comment dire, j'avais peut-être pas tout compris dans le parcours. Quand on t'enlève 3 foyers cancéreux, comme je l'avais dans mon sein, on te dit on te le dit même quelquefois très maladroitement. Je l'ai entendu de la part d'un médecin, je ne lui en veux pas, mais j'ai entendu le terme, vous savez, Edwige, vous n'avez plus rien à l'heure actuelle. Vous n'êtes plus malade, vous êtes en soins. Parce que on fait de la prévention pour l'après, mais vous n'êtes pas malade, vous êtes guéri. Et je crois que le poids des mots a une importance énorme parce que bien évidemment, je pense que si aussi j'ai pu être assez forte, c'est que je me suis raccrochée à ces mots, mais surtout je n'ai pas voulu écouter et poser de questions, à savoir ce qu'il y avait derrière. Et ça, je ne le regrette pas parce que ça m'a porté dans un positivisme justement pour affronter la chimio qui, pour moi, en tout cas, je l'imaginais, la période la plus dure dans le combat, c'était la chimio, parce que la chimio, c'est quoi? C'est la perte des cheveux, c'est la perte des sourcils, c'est la perte des cils. Le cancer, il laisse une image. Tu vois, moi, on m'a dit tout le long de ma chimiothérapie, oh, mais Edwige, on dirait pas que t'es malade, on dirait pas que t'as un cancer. Pourquoi? Avoir un cancer, c'est avoir pas de cheveux, c'est n'avoir pas de sourcils, c'est n'avoir pas de cils, c'est d'avoir des poches noires sous les yeux, c'est d'avoir un teint blafard, un teint jaune. On imagine parce que véhiculé aussi par les médias. Pourquoi et là aussi, j'ai un petit peu de colère et j'aimerais qu'on change cette image. L'image dans la maladie, elle est hyper importante. Pourquoi laisser transparaître le cancer à travers ta peau, à travers ton regard, à travers... Non, on doit rester belle, on est belle. Quoi qu'il en soit, de toute façon... on est belle. On est belle si on veut bien se laisser regarder d'une façon bienveillante et si on veut bien se regarder soi-même d'une façon bienveillante. C'est pas tous les jours évident. On n'y arrive pas tous les jours. Combien de fois j'ai pleuré devant mon visage avec ce crâne qui était là, je savais pas trop quoi en faire. Alors j'ai adoré, je l'adore toujours d'ailleurs, ce petit crâne chauve, parce que je me suis sentie comme un bébé, tu sais, comme connectée, comme si je sentais toutes ces ondes. J'ai lu un très beau texte là-dessus et j'ai ressenti la même chose, de me dire, cette perte des cheveux, finalement, j'ai perdu cette couche protectrice, mais finalement, je me suis reconnectée à des ondes. Je pourrais pas t'expliquer comment, mais je me suis sentie libre aussi. Je me suis sentie pas dans les standards que la société attend de la femme. Donc, oui, quelquefois, je me suis regardée sans mon sein, sans mes cheveux, avec ce teint pas maquillé. Alors c'est sûr qu'évidemment, bien entendu, on va pas se mentir, on a des têtes de fatigués quelquefois, mais comme finalement tout le monde, comme toute femme, avant notre cancer, il y a des jours où on se trouve extrêmement belle, il y a des jours où on se trouve extrêmement moche et on se dit, oh mon Dieu, mais quelle horreur aujourd'hui, mais t'as une mine effroyable. Et bien avec le cancer, c'est pareil. Il y a des jours où je me regarde dans la glace, et encore maintenant, et où je me dis, waouh, t'es même différente des autres femmes, tu vois, t'arrives à avoir ce regard bienveillant et t'es trouvée femme et trouvée belle, et pourtant t'es différente de ces standards, mais portée par cette force incroyable, tu y arrives. Je trouve finalement aussi, comme toi, que les femmes sont belles, sans cheveux. Oui. Dans ce groupe de soutien, je trouve ça formidable que finalement toutes ces femmes envoient des photos d'elles. Moi, personnellement, ça a été une période où j'ai jamais autant pris soin de moi. Je me suis maquillée les yeux. Oui. J'ai pris du temps pour maquiller un peu mes sourcils, faire une petite ligne pour les cils. J'ai pris du temps pour m'occuper de moi, me rendre plus belle. Et je trouve finalement que, voilà, quand je vois toutes ces photos de femmes
ces selfies de femmes sans cheveux, elles sont belles. Je voulais aussi revenir sur quelque chose que tu as dit par rapport à tes cheveux, où tu disais que tu te sentais plus connectée. Oui. Alors moi, un jour, j'ai une amie qui m'a dit, Delphine, c'est étonnant, quand une femme n'a pas de cheveux, on a accès plus rapidement à la beauté de son âme. Ah. Alors, j'ai été vraiment très, très étonnée par cette réaction. Et puis, je me suis dit, mais c'est... Voilà, elle me dit, c'est comme si j'étais pas distraite par les cheveux. Je vois les grands yeux et j'ai tout de suite accès à la beauté de son âme. Et j'ai trouvé ça absolument formidable comme réflexion, tout à fait charmant. Et je l'ai ressorti plusieurs fois, évidemment, avec à des femmes chauves. Et donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu as partagé. Complètement. Et voilà, écoute, Edwige, merci en tout cas pour toutes ces belles paroles. Et je voulais savoir... Voilà, comment est-ce que tu as envie de conclure ce podcast? Est-ce que tu as encore quelque chose à nous raconter? Est-ce que tu as un message encore à faire passer? Alors, la maladie, elle est gérée et on peut la laisser gérer par des professionnels qui sont là pour nous sauver la vie. Du lâcher-prise, bien entendu, de la confiance en eux, c'est évident, mais de la confiance en nous aussi. De se dire que on peut être acteur. Voilà, on peut être acteur de sa maladie. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. Alors c'est dur, on n'y arrive pas tous les jours. Et attention, là aussi, c'est pas le but. Il faut des moments de pleurs, il faut des moments de colère, il faut des moments de déni. On n'a pas à être parfait dans la maladie. Tu sais, cette image d'excellence que la société nous demande à l'heure actuelle, j'ai l'impression, et je l'ai dit dans le post, et je pense que cette phrase est très forte en conclusion. En cancer, quand on t'annonce un cancer, on doit ou en guérir ou en mourir. Moi, je ne veux pas qu'on meure d'un cancer ou qu'on se guérisse d'un cancer. Je veux qu'on vive avec un cancer. Parce que, malheureusement, bien sûr, si le cancer nous emporte, la vie s'arrête, mais le combat ne s'arrête pas après pour les accompagnants. Donc, dans tous les cas, il y a toujours un après-cancer dans une famille. Si on se guérit du cancer, il y a toujours un après aussi, avec des peurs de récidive, de choses comme ça. C'est pour ça que je te dis qu'on pourra en parler pendant 4 heures. Mais si, dès le départ, nous sommes acteurs et qu'on décide de soit pas en mourir, soit pas en guérir, mais juste vivre avec, et accepter comme on le peut au fil des jours, au fil des heures, au fil des secondes. Je pense que c'est très facilitant pour nous, pour notre entourage, pour nos soignants, de se laisser aller à ça. Et c'est vraiment, pour moi, je pense, le message le plus important. De ne pas avoir cette obligation de résultat, cette obligation de moyens. La vie, c'est fait de plein de choses qui bougent, qui évoluent. Le cancer, pareil. Le cancer, il peut stagner, il peut s'arrêter, il peut reprendre. C'est la vie qui est comme ça. La vie, elle est faite de tous ces... J'y reviendrai sur ce mot, sur ce yo-yo. D'ailleurs, je crois que je vais en acheter un yo-yo. Pour le regarder monter et descendre. Et ben, la vie, c'est ça. Le cancer, c'est ça. Et quand on regarde ce fil qui remonte très près, qui touche presque la terre, et puis qui remonte vers nous et vers le ciel, je crois que quand on accepte de regarder ce fil qui fait ce mouvement, et ben je crois qu'on peut comprendre la maladie et par là où on passe. Et on peut peut-être regarder le cancer différemment. Merci Edwige. Merci 1000 fois. Tu as fait briller ce podcast. C'est vraiment magnifique d'avoir un message positif qui ne nie en rien la difficulté du réel. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et merci de tout cœur. Gros bisous de Belgique. Et gros bisous d'Ardèche. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère,
cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.